Essai. 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça marche au moins ce truc? Oh, au pire, je réécouterai après. Bon. Par quoi je commence? Tiens, voyons par quoi ce vieux Fred avait commencé son journal. Alors. Ah oui, bien sûr. J'aurais dû me douter qu'il avait écrit sa devise en préface. En ces jours sombres aux lendemains incertains, nous nous devons de profiter pleinement de chaque instant de notre vie, car nous n'en avons qu'une seule. Et le jour où nous devrons la quitter, si tant est qu'il y ait quelque chose derrière la brume de la mort, nous ne devrons pas nous retourner et nous dire que nous avons oublié de faire des choses. Car quel que soit le monde qui nous attend, il ne sera jamais aussi satisfaisant que la vie elle-même. Putain. Même aujourd'hui, ça a toujours du sens ce truc. On vit dans un monde chaotique et une pensée qui date d'au moins 20 ans nous pousse à avancer sans se soucier de demain, mais plutôt d'aujourd'hui. Ouais. T'avais raison, Fred. T'avais raison. Putain de maraudeur. T'avais encore le droit de profiter de la vie, bordel. Je suis pas croyante, mais si t'es dans un monde soi-disant meilleur et que tu peux m'entendre ou me voir, rassure-toi. Toute la communauté prendra soin de ta femme et ton enfant. On aurait juste voulu que tu puisses le voir naître. Ouais, enfin. C'est comme ça. Faut faire avec. Même si ça ne nous plaît pas. Bref, je décide à mon tour de faire un journal pour retracer tout ce que je vivrai. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Année après année peut-être, si je suis chanceuse. Et puis au moins je trouve une utilité à ce microphone. Ça fait 1 semaine qu'il est sur mon bureau et j'arrêtais pas de me dire mais pourquoi j'ai récupéré ça? Ben maintenant je sais pourquoi. Ok. Journal personnel. 11 juillet 2115. Je m'appelle Angela. J'ai 26 ans. Et je suis une survivante. Une survivante de quoi? Une survivante de l'apocalypse. Elle a bien eu lieu. La fin du monde. Enfin, pas complètement. Notre monde existe toujours, mais il n'est plus que l'ombre de nos erreurs. Et on en a commis pas mal. Bien sûr, ça ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu du temps pour en arriver là, mais il y a bien eu un début. Le début, c'était le 21 décembre 2012. Oh, bien sûr, il y a eu plein d'autres événements qui ont lieu avant, et que l'on pourrait dire que ça a dû influencer là-dessus, mais tout le monde s'accorde sur cette date, car beaucoup de personnes, à l'époque, y ont cru. Du coup, comme quoi cette date était celle de l'Apocalypse, est finalement devenue sa date de début. Et à juste titre, car après le 21 décembre 2012, les choses ont commencé à prendre une tournure dramatique. D'abord la guerre contre l'État islamique, qui a mobilisé énormément de ressources. À cause de ça, l'économie de plusieurs pays a été mise à mal. De plus en plus de manifestations demandant le retrait des troupes des champs de bataille eurent lieu en Europe. Heureusement, la guerre s'acheva le 14 avril 2032 avec la mort du leader islamique après près de 20 années de conflits à travers le globe. Mais cette fin marqua le début d'un autre problème qui allait atteindre son paroxysme 60 ans plus tard. Pendant la guerre, des gisements d'or et de pétrole furent découverts dans le massif du Tibesti au sud de la Libye. Cette découverte a attisé la convoitise de plusieurs nations, voyant un moyen de se renflouer après la guerre. Les États-Unis et la Russie, qui avaient déployé le plus de troupes,
trouvaient justifié qu'ils étaient prioritaires dans l'exploitation de ces nouvelles ressources. L'Europe, qui avait beaucoup souffert dans cette guerre, pensait que c'était à chacun des États européens d'avoir le droit d'exploitation de la zone. Après des mois de négociations, un accord fut trouvé et l'Europe eut droit à 40% des ressources. Les États-Unis et la Russie se partagèrent les 60% restants. Malheureusement, la paix ne pouvait pas durer. 5 ans plus tard, la Russie élire un nouveau président qui décida que l'Europe avait assez récupéré et que c'était au tour du peuple russe de se relever économiquement. Un nouveau conflit éclata. Les États-Unis décidèrent de rester neutres au début. Seulement 2 ans plus tard, la Chine décida de mettre la main sur ces mêmes ressources, déclarant au passage la guerre avec les Américains. La Chine s'associa avec les pays de l'Asie, notamment le Japon, l'Inde, le Vietnam et la Corée du Sud, formant ainsi l'armée du Dragon jaune. De son côté, la Russie recréa le bloc de l'URSS avec la Corée du Nord. Au bout de 4 ans, la Troisième Guerre mondiale avait lieu. Tous les pays se déclarant mutuellement la guerre. On commença à se battre avec des soldats, des fusils, des chars, des avions, des bateaux et des bombes. Jusqu'à ce que des chercheurs japonais développèrent un virus qui devait affaiblir les troupes adverses. Mais ça ne se passa pas comme prévu. Le virus avait pour effet secondaire de ramener les morts à la vie. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des armées de morts-vivants, n'ayant qu'un seul objectif, nous dévorer. Pendant ce temps, le peuple meurt de faim, et très vite, face à l'incapacité des gouvernements, les Russes se transforment en guerre civile. Les lois sont brisées, les représentants de l'ordre punissent sévèrement, voire tuent les manifestants, les magasins sont saccagés, les maisons pillées, les monuments tagués, et les humains redeviennent des animaux. C'est l'anarchie. Pour mettre un terme à tout ça, les États-Unis décidèrent d'employer leur dernier atout, qu'ils avaient jusqu'à présent refusé d'utiliser, l'arme atomique. Le 17 novembre 2095, la ville de Moscou est frappée par une tête nucléaire. On compte des millions de morts. Face à cette attaque, la Russie bombarde Washington ainsi que plusieurs autres grandes villes comme New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Boston et Miami. La France, elle aussi, fut frappée par les ogives. Une semaine après, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux. Ces villes seront les plus touchées. Les missiles atterriront à des kilomètres, mais les effets ont été conséquents. J'avais 6 ans quand c'est arrivé. J'étais dans une petite école de Toulouse quand le directeur est venu nous chercher dans nos classes. On s'est tous regroupés dans la cour. Nos parents sont venus et nous ont amenés dans une grotte à l'extérieur de la ville. Un homme avait prévu que ça finirait par arriver et il avait créé un abri dans cette grotte. Un abri qui pouvait accueillir jusqu'à 200 personnes. Mes parents avaient réussi à nous avoir une place. Juste à temps. 1 heure après notre arrivée, un missile s'écrasa à 10 km de là. On ressentait les effets jusque dans l'abri. On croyait alors qu'on était en sécurité. On se trompait. L'un des résidents, qui n'avait pas eu la chance de faire rentrer sa femme dans l'abri, décida d'ouvrir la porte et d'aller dehors. Bien sûr, en faisant ça, il exposait tous les autres au danger. Mais il s'en moquait. Dans sa tentative pour sortir, il détruisa des éléments essentiels à la survie. Nous condamna à quitter le seul endroit où nous aurions pu survivre. Quand la porte s'ouvra, des individus violents rentrèrent dans l'abri et firent preuve d'une cruauté que je n'avais jamais vue de ma vie. Aujourd'hui, je suis habituée à ce genre de choses. Mais quand on n'a que 6 ans et que l'on voit sa mère se débattre face à ses agresseurs et que
qui finit poignardé devant nos yeux. Ce genre de choses vous marque à vie. Quelques-uns d'entre nous ont pu s'échapper. On a tous suivi un homme, David, qui était venu dans l'abri avec un bus. Ils ont pu le faire démarrer et on est parti avec. On a roulé jusqu'à une petite ville, beaucoup plus au nord. Elle avait été désertée par ses habitants. Une vraie ville fantôme. On a trouvé ce qui semblait être la salle des fêtes et du coup on s'y installait. Il y avait un supermarché pas loin. On en a profité pour faire le plein de provisions. Au final, on s'est installé définitivement ici et nous avons désigné David pour être notre chef. Et depuis 20 ans, notre communauté n'a cessé de grandir. Nous n'étions que 25 au début. Aujourd'hui, nous sommes près de 400. 400 survivants. Malheureusement, notre installation n'a pas été facile. Aujourd'hui encore, on a besoin de tellement de choses pour prospérer. Au début, on parcourait les magasins pour nous procurer de la nourriture. Maintenant, on élève des poules, des vaches, des lapins, même des rats. On fait pousser des fruits et des légumes avec un système hydroponique et on arrive même à faire du pain grâce aux champs de blé que l'on cultive à 800 mètres de là. On a un cours d'eau juste à côté de nous et grâce à un système de traitement, elle est potable. Bref, on s'en sort plutôt bien. Mais on sort toujours à l'extérieur à la recherche de pièces détachées pour entretenir tout ce qui nous sert. Pour le courant par exemple. On utilise du gaz et avec le même principe qu'un moteur explosion d'une très vieille voiture et d'une dynamo, on produit suffisamment de courant pour éclairer 1000 personnes. Mais ça demande de l'entretien et des pièces détachées. Du coup, on va à l'extérieur, on cherche dans les maisons de la ville ainsi que dans les environs. On va même troquer avec des communautés qui se sont créées à plusieurs kilomètres de là. Parce que nous ne sommes pas les seuls survivants de l'apocalypse. D'ailleurs, qui sait combien nous sommes encore, à travers tout le globe? Des millions? Des milliers? Moins? Et comment survivent-ils? Dans des pays comme la Russie où il fait froid, ou comme aux États-Unis qui doit être extrêmement radioactive, comment font-ils? Tant de questions qui n'auront peut-être jamais de réponse. Pour l'heure, la seule chose qui compte, c'est de survivre et de prospérer. Pour moi et pour tous ceux de notre communauté. Enfin presque. Ce matin, un ami, Fred, est mort. Tué par des maraudeurs. Les maraudeurs sont peut-être ce qu'il y a de pire dans ce monde. Ce ne sont plus des êtres humains. Ce ne sont pas des animaux. C'est pire. Ce sont de vrais monstres. Ils tuent, ils volent, ils violent aussi. Ils font preuve de la plus grande cruauté envers ceux qui ne sont pas des leurs. Il était 10 heures du matin. Nous étions en train d'explorer une vieille usine d'objets électroniques. Tout se passait bien. On avait récupéré des pièces pour le purificateur d'eau et pour nos véhicules. Au moment où l'on se préparait à partir, ils nous sont tombés dessus. On s'est défendu du mieux que l'on pouvait. 3 d'entre nous ont été blessés et Fred a reçu une balle en pleine tête. On n'a rien pu faire pour le sauver. Les maraudeurs se sont échappés, nous laissant seuls avec le corps sans vie de notre ami. Nous sommes ensuite rentrés à la base et nous avons dû annoncer la terrible nouvelle à sa femme, Elisabeth. Elle s'est effondrée, comme nous tous. Fred a rejoint notre communauté il y a 3 ans environ. Très vite, il s'est montré très actif dans nos tâches quotidiennes. Il aidait tout le monde, mais surtout Elisabeth, dont il tombe amoureux du premier regard. Elle s'occupe de notre ferme hydroponique. Elle s'assure que nous ayons de quoi manger. Il allait souvent l'assister dès qu'il pouvait.
dès qu'il eut fini toutes les tâches qu'on lui confiait. Au bout de 6 mois à peu près, ils sortaient ensemble et 1 an plus tard, ils se marièrent. Il y a 5 mois, nous apprenions qu'ils allaient être parents. On était tous heureux pour eux et on avait hâte que cet enfant naisse. Ce monde n'est peut-être pas le meilleur pour élever un enfant, mais Fred aurait été le meilleur père pour cet enfant. Je sais ce que ça fait que de perdre son père. Quelques mois après notre installation, le mien décéda, à cause de ce que l'on appelle la grippe de l'atome. Beaucoup de personnes ont été touchées par ce syndrome. C'est comme si on avait un gros vilain rhume, sauf qu'il n'y a aucun remède. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule. Heureusement, David était là. Il s'est occupé de moi. Il m'a élevée comme sa propre fille. Il m'a appris à survivre. Aujourd'hui, je suis son second. Quand il doit s'absenter, c'est moi qui gère la communauté. Heureusement pour moi, c'est pas souvent. Je sais qu'il me prépare à prendre sa place, qu'un jour il ne sera plus là et ce sera à moi de m'occuper de chacun des nôtres. J'espère seulement que ça n'arrivera pas demain. Je ne me sens pas spécialement prête à endosser ce rôle. Pas encore en tout cas. Aujourd'hui, nous avons perdu l'un des nôtres. Un ami, un époux, un père. Ce qui est sûr, c'est que nous ne l'oublierons pas. La journée aurait été éreintante. Je crois que je vais arrêter là. Pour aujourd'hui en tout cas. Je continuerai demain. De toute façon, j'ai tellement de choses à dire et à vivre. Fin de l'enregistrement.